Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette brève introduction à Azure Key Vault. Je suis Stanislas et on va passer ensemble une petite heure à découvrir le service Azure Key Vault. Donc l'agenda est le suivant, je vais déjà préciser et expliquer ce que c'est qu'Azure Key Vault, parler de cycle de vie de gestion des clés, quelques exemples d'utilisation, liste non exhaustive bien entendu d'Azure Key Vault. Ensuite je vous parlerai de surveillance Azure Key Vault, de Service Level Agreement également, et puis on parlera un petit peu d'argent, donc combien ça coûte Azure Key Vault dans Azure. Vous pouvez utiliser la timeline qui est fournie dans la description de cette vidéo, si vous voulez passer d'un chapitre à l'autre plus rapidement. Alors Azure Key Vault, c'est un service managé dans Azure, dont l'objectif en fait est de vous aider à mieux protéger vos clés de chiffrement et d'autres secrets, tels que des mots de passe, des clés de compte de stockage, etc., qui seront utilisés par vos différents services et applications cloud. Le concept, le principe, c'est que les applications n'ont pas un accès direct aux clés. C'est-à-dire que l'application ne va pas avoir dans un fichier de configuration, par exemple, ces clés cryptographiques, ou alors la chaîne de connexion vers une base de données, ou la clé primaire vers un compte de stockage dans Azure. Donc le service Azure Key Vault, de par son nom, le porte bien, c'est un coffre-fort qui va permettre effectivement de chiffrer, de protéger ce qui est stocké à l'intérieur, que ce soit les clés ou les secrets. C'est également fait en sorte pour que Microsoft ne puisse pas extraire les clés. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc comme la plupart des services cloud qu'on peut avoir dans Azure, mais pas que, globalement on va exposer ce service sous la forme d'API REST. Et donc c'est votre application en fait qui va venir utiliser ces API en fait pour demander à avoir l'accès dans le Key Vault à différents objets. Donc premier objet, c'est ce qu'on appelle le secret. Le secret, c'est une chaîne de caractères qui peut être plus ou moins longue, mais pour donner des exemples de secrets, un mot de passe est un secret, la clé publique SSH est un secret, c'est une chaîne de caractères, une clé d'API peut être un secret, une clé de compte de stockage, une chaîne de connexion vers une base de données, c'est un secret également, c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc tout ça va être amené sous ce qu'on appelle les secrets. Le deuxième élément qu'on va avoir dans Azure Key Vault, c'est la notion de clé, et pour être plus précis, ce sont des paires de clés. Donc on parlera clé publique, clé privée, et donc on va pouvoir stocker dans un objet qu'on appelle les clés, effectivement, ces paires-là. Et puis il nous reste également la notion de certificat. Un Azure Key Vault également, c'est sauvegarder, c'est gérer et stocker des certificats numériques. Donc si on commence par les certificats, l'idée d'Azure Key Vault, c'est de vous faciliter la vie dans certaines opérations, notamment tout ce qui est gestion du cycle de vie des certificats SSL TLS. On a tous arrivé à un moment ou à un autre où on a eu sur une application donnée ou un site web un certificat qui a expiré, générant des messages d'erreur dans un navigateur, et du coup, ce problème est arrivé parce qu'il n'y avait pas mis en place un processus qui disait X temps avant la fin de validité du certificat, on relance une procédure auprès de l'autorité de certification, généralement publique, pour acquérir ou renouveler le certificat. Donc l'idée, c'est qu'Azure Key Vault peut faire ces opérations-là pour vous. Il peut le faire auprès de certaines autorités de certification publiques qui sont partenaires avec Microsoft là-dessus. Donc il y en a deux aujourd'hui, il y a DigiCert et il y a GlobalSign. Donc si vous êtes client de ces autorités de certification publiques, vous pouvez utiliser Azure Key Vault pour gérer pour vous la partie renouvellement automatique des certificats auprès de ces autorités. Si vous utilisez les SKU Premium, alors les SKU ce sont les niveaux de licence ou du service, il en existe deux dans Azure, soit la standard, soit la Premium. La standard va s'appuyer sur du logiciel à 100% derrière. La Premium va utiliser également, du côté des data centers Azure, des boîtiers HSM, des Hardware Security Modules, qui vont servir pour stocker de manière ultra sécurisée, en fait, et générer également de manière assez forte des clés cryptographiques. D'accord ? Donc tout ça est conforme à la norme FIPS 142-2 niveau 2. Et donc, dans nos data centers, nous utilisons des HSM, Encipher, Enshield, dont le nom peut changer en fonction de l'époque où on lit, où on raconte cette histoire. Historiquement, Encipher est une société indépendante qui a été rachetée par Thales,
et qui ensuite a été revendu par Thales, et Thales lui a racheté un autre fournisseur d'HSM qui s'appelle Gemalto. Cette option du N-Cipher pour la SKE Premium n'est pas disponible pour les régions en Chine, la Chine utilisant des algorithmes différents, des algorithmes cryptographiques, on va dire, à l'origine provenant des États-Unis. La surveillance et l'audit de l'utilisation des clés qui seront faites et stockées dans l'Azure Key Vault sera bien entendu disponible avec notre solution de monitoring traditionnelle qui est Azure Monitor. Alors, quand on va parler d'Azure Key Vault et de clés, il faut également avoir un minimum de vocabulaire sur les acronymes utilisés dans Azure, mais pas forcément que dans Azure. Le premier, c'est donc ce qu'on appelle une MMK, une Microsoft Managed Key. Donc ça, ce seront des clés cryptographiques qui seront générées et gérées par le fournisseur de cloud, en l'occurrence ici Microsoft. Donc la MMK s'appelle génériquement, de manière générique, une SMK, une Service Managed Key, mais en gros, c'est généré est géré par le fournisseur de cloud, et donc en tant que client, vous n'avez pas la visibilité sur ces clés. Donc vous ne verrez pas ce type de clé, notamment dans un Azure Key Vault. Exemple simple, vous installez, vous créez un compte de stockage dans Azure, ce compte de stockage est chiffré au repos at rest par défaut, et par défaut, c'est Microsoft qui va générer la clé de chiffrement et qui va la gérer. D'accord ? Logiquement, beaucoup de gens ont tendance à tiquer en se disant oui, c'est chiffré dans le cloud, mais c'est l'opérateur de cloud qui gère la clé. Du coup, il a tout ce qu'il faut pour accéder à la donnée. Donc quand on ne fait pas confiance à son fournisseur de cloud ou qu'on préfère gérer soi-même sa clé, on va parler en tant que client d'un CMK, un Customer Managed Key. Et là, ici, on va parler de clés qui seront potentiellement générées dans Azure Key Vault et qui seront sous la gestion du client. Donc si le client supprime la clé, s'il supprime l'Azure Key Vault ou le ressource group qui contient l'Azure Key Vault, potentiellement, effectivement, il peut perdre sa clé ou sa paire de clés publiques et privées, et donc du coup, potentiellement perdre l'accès à ces données parce qu'il ne pourra pas les déchiffrer. Donc ça, c'est un point qui est assez important. On va également parler de BYOK ou de Bring Your Own Key en anglais. Donc là, on va parler ici de clés cryptographiques qui sont générées à l'extérieur, on va dire, de Azure, dans un système tiers. Ça peut être un système d'exploitation, ça peut être également un boîtier HSM. Et là, à ce moment-là, vous avez deux méthodes d'importation, une avec une assurance dite supplémentaire et une plus, on va dire, traditionnelle. Donc là encore, quand je parle de clés, ici avec Azure Key Vault, je parle de clés asymétriques, donc de paires de clés, avec une partie publique et une partie privée. Il faut savoir qu'en général, quand on va parler de chiffrement, on va utiliser des clés symétriques. Ces clés symétriques, effectivement, sont un peu des secrets partagés, dans le sens où si deux personnes connaissent la clé, eh bien, elles peuvent à la fois chiffrer et déchiffrer. En général, ce qu'on fait pour protéger, et donc la clé symétrique est parfaite pour chiffrer de la donnée, en termes de performance, mais en termes de secret, c'est pas la meilleure option, dans le sens où on partage effectivement avec d'autres cette clé. Donc, en général, on vient protéger la clé symétrique en utilisant de l'algorithmie asymétrique, de la cryptographie asymétrique, en utilisant donc du coup des paires de clés publiques et privées. Et cette paire de clés va servir en fait à wrapper ou unwrapper, donc à chiffrer ou à déchiffrer la clé de chiffrement. Alors, question qu'on a très très souvent, est-ce que Microsoft peut exporter mes clés? Donc il faut savoir déjà que le service Azure Key Vault ne prend pas en charge les opérations d'exportation pour les clés. D'accord? Donc quand vous allez créer une clé dans le système, la partie privée restera privée dans le système, elle ne pourra pas être extraite. D'accord? On ne pourra pas la modifier non plus. D'accord? Donc néanmoins, en tant que client, on pourrait se dire pour des raisons de sécurité ou simplement au cas où, on peut sauvegarder des choses qui sont dans un Key Vault et éventuellement les restaurer. Sachant qu'on ne parle pas ici d'un export, on parle vraiment d'un backup, c'est-à-dire qu'on va ressortir les clés sauvegardées sous la forme d'un format protégé qui n'est réutilisable de toute façon que dans Key Vault, dans une opération de restauration, et c'est tout. Un point important également à retenir, c'est que la garantie de non-exportabilité des clés depuis un Azure Key Vault va être apportée justement par l'utilisation faite dans nos data centers de boîtiers HSM N-Cipher.
Et en fait, cette non-exportabilité va venir directement également du fournisseur de HSM qui a désactivé ces fonctionnalités-là. Voilà. Vous avez des documents que je mettrai également en lien associé à cette vidéo, permettant de relire ça, mais soyons clairs que oui, on ne peut pas exporter les clés qui sont dans les boîtiers HSM qui sont derrière Azure Key Vault. Donc si on regarde la procédure de Bring Your Own Key, elle va être basiquement celle-ci. Donc là, j'ai repris la documentation, alors anciennement Thales, mais désormais c'est retourné chez Encipher, mais vous aurez compris le principe. Donc sur site ou hors de Azure, depuis un boîtier HSM, on va faire l'ensemble de la procédure pour générer une paire de clés au sein du boîtier HSM. Ensuite, cette paire de clés va être... alors, cette opération est faite depuis, là encore c'est très bien documenté, chez les constructeurs, est fait depuis une station spécifique qui n'est pas connectée à Internet et qui est directement reliée au HSM. Puis ensuite, il y a un export de ce qui était généré dans un format particulier vers une autre station qui, lui, aura la connectivité vers Internet pour faire l'upload avec les outils fournis par Encipher. D'accord ? Donc l'ensemble de la clé, avec le processus complet et l'outillage des HSM va permettre de faire du coup un transfert de HSM à HSM de cette information-là. Ce sera stocké dans Azure Key Vault, donc notamment dans la procédure d'exportation de Bring Your Own Key vers Azure. Vous allez cibler vers quelle région Azure la clé sera exportée, et cette importation ne pourra être faite qu'effectivement du côté Azure Key Vault dans la région donnée. Une fois que les clés sont stockées, donc clés privées et clés publiques sont stockées dans le boîtier HSM, les parties privées, on ne pourra jamais les voir ni les sortir en tant que Microsoft. Et c'est ensuite vous, avec le service Azure Key Vault, qui allez permettre l'usage de ces clés, non pas d'exporter, mais l'usage des clés. Et donc derrière, pour des raisons tout à fait évidentes, vous doutez bien que vous n'avez pas un boîtier Encipher par client derrière. Ce sont des fermes en fait de boîtiers Encipher qui sont mutualisés derrière le service Azure Key Vault, qui sont également répliqués en multi-régions, ce qui expliquera qu'en fait, effectivement, même si une région complète tombait, vous aurez toujours accès en fait, à un Azure Key Vault. Donc il y a réplication qui est faite par les mécanismes intrinsèques fournis par le constructeur. Et donc on va vous fournir effectivement quasiment en temps réel, côté Azure, dans Azure Monitor, l'ensemble des logs sur l'usage justement des clés qui sont faites. Alors, il y a une nouvelle méthode, la nouvelle depuis à peu près un peu plus d'un an, qui vient compléter la méthode historique de Bring Your Own Key, qui était basée effectivement sur les boîtiers HSM Encipher et les outils associés derrière. Donc là, on avait vraiment des outils qui étaient propriétaires pour faire ce processus d'importation sécurisé avec le Added Insurance. Désormais, on a une liste de HSM qui sont, avec la nouvelle méthode, qui sont un peu plus larges. C'est d'ailleurs la méthode qu'on va recommander désormais, parce que c'est la plus commune à tout le monde. Donc là, on va pouvoir utiliser effectivement, pour générer ces clés, des boîtiers Encipher, bien entendu. Ça peut être du Thales Ceph-Luna 7, ex-Gemalto, Fortanix, et puis après, vous avez d'autres solutions. La liste, encore, là, est non exhaustive, elle peut s'agrandir dans le temps ou se rétrécir en fonction des accords. Mais globalement, vous êtes plus limité aujourd'hui à avoir un boîtier HSM de la marque Encipher pour pouvoir faire de Bring Your Own Key de manière sécurisée. Quand on parle d'Azure Key Vault aussi, il faut se mettre dans la tête que on ne doit pas avoir un seul administrateur qui fait tout, c'est-à-dire un administrateur qui crée le Key Vault, qui gère les clés et les secrets, et qui en même temps est le même administrateur qui va gérer l'application, déployer les VM, etc. Ça n'a pas de sens en termes de sécurité par rapport au modèle. Il faut vraiment se mettre dans une optique de separation of duties qui va plus coller effectivement à des grosses organisations où on a des gens qui sont en charge de la partie sécurité, des gens qui vont développer, des gens qui vont déployer, gérer au jour le jour, et des gens qui vont auditer. Donc il faut voir ici, quand vraiment on va se séparer, qu'on va avoir les gens de la sécurité qui seront en charge des Azure Key Vault, et qui vont donc pouvoir créer l'objet Azure Key Vault dans Azure, y mettre des secrets, y mettre des clés, générer des clés éventuellement à l'intérieur de ce Key Vault, et ensuite donner des permissions à des applications pour pouvoir venir faire des opérations justement à l'aide de ces clés. Les opérations qu'on peut faire avec des clés peuvent être multiples, ça peut être juste pour faire du chiffrement, déchiffrement, ça peut être pour faire de la signature numérique, ça peut être également pour unwrapper des emballés. Et puis c'est ces personnes-là qui vont effectivement activer la journalisation des usages de l'Azure Key Vault.
Au milieu de tout ça, on va avoir, on va dire, l'IT traditionnel, développeurs, DevOps et IT, qui vont, eux, en fait, déployer des systèmes ou des applications qui vont avoir besoin de choses qui sont stockées dans Azure Key Vault. Et dans ce cas-là, effectivement, ils vont faire référence à quelque chose qui est stocké dans un Key Vault en indiquant en fait à l'application l'URI de la clé ou du secret. Et c'est l'application qui, de manière programmatique, va faire le travail d'aller effectivement interroger le service Azure Key Vault, récupérer la clé ou le secret et travailler avec. Mais c'est fait de manière, on donne le droit à des applicatifs et normalement pas vraiment à des humains. Et puis il nous reste la partie auditeur-auditrice, qui fait effectivement va reprendre l'ensemble des journaux d'activité liés en fait à l'usage des secrets, des clés, etc. et valider effectivement que tout ça est conforme par rapport à la politique standard définie dans l'organisation en termes de sécurité des données. Donc quand on crée un Azure Key Vault, on peut passer par un assistant, on peut le faire en ligne de commande, en PowerShell ou avec Azure CLI. On peut le faire en infra as code, Terraform est une bonne option, Bicep également, Ansible doit le permettre également. Et donc, dans les basiques, quand on va créer un Key Vault, la première chose qu'on va donner, effectivement, c'est dans quelle ressource groupe, dans quelle région on va créer le Key Vault. Est-ce qu'on prend un Key Vault? On va donner un nom au Key Vault, nom qui doit être unique. Et ensuite, on va préciser si le Key Vault est en SKU standard ou SKU premium, la différence entre les deux étant la présence en arrière-plan d'un boîtier HSM dans du côté data center de Microsoft. Alors, quand on va passer la deuxième, quand on est dans l'interface graphique, on va passer la deuxième page de configuration, on va vous parler ici d'Access Policy. Donc les Access Policy, en gros, c'est pour contrôler les accès à la partie data plane du service. Il faut séparer le service Azure Key Vault en deux zones. Le control plane, c'est vraiment le service, c'est l'objet Azure Key Vault avec tout le paramétrage qu'on peut faire dessus. Donc il va y avoir des gens qui vont administrer le control plane et donc gérer la configuration de l'Azure Key Vault. Et le data plane, c'est contrôler l'accès aux données stockées dans Azure Key Vault. Donc les access policy ici vont vraiment permettre de choisir qui a le droit de faire quoi sur la partie données. Donc vous en avez, il y a 3 access policy particulières qui sont présentées d'ailleurs dès l'assistant, mais qui sont spécifiques dans le cadre d'Azure. La première s'appelle Azure Virtual Machine for Deployment. Donc le nom ici est assez abscon, mais basiquement ça veut dire qu'on va autoriser des machines virtuelles dans Azure à aller récupérer des certificats dans l'Azure Key Vault, et donc maintenir à jour leur magasin de certificats par rapport à Azure Key Vault. Je rappelle que Azure Key Vault permet effectivement la gestion automatique des certificats, le renouvellement, mais qu'après il faut le consommer dans des services, notamment DV. Donc ça, ce sera la première option. La deuxième option, Azure Resource Manager for Template Deployment, on va donner le droit ici à la fabrique ARM, la fabrique Azure, d'aller chercher des choses dans l'Azure Key Vault lors d'un déploiement avec un template JSON, tout simplement. Donc je rappelle que quand on fait un déploiement en infra as code avec un modèle ARM en JSON, on prend en général son fichier JSON et son fichier de paramètres, on fait une commande derrière, cette commande va uploader en fait les deux fichiers ou les deux fichiers à destination de Azure, et ensuite c'est traité de manière programmatique dans Azure par ce qu'on appelle la fabrique. Donc l'option numéro 2 consiste à dire j'autorise la fabrique dans le cadre d'un déploiement ARM à aller chercher des choses dans ce Key Vault. Troisième option, Azure Disk Encryption for Volume Encryption, ça veut dire qu'on va autoriser la fabrique Azure, quand on fait des créations ou des démarrages de machines virtuelles, à aller demander à Azure Key Vault d'aller chercher des secrets ou en l'occurrence des secrets ou une passe-phrase ou une chaîne de caractères pour aller faire l'opération de déchiffrer le disque dur des machines virtuelles lors du démarrage. Donc, je rappelle, on parle de BitLocker côté machine Windows et de DMCrypt côté Linux. D'accord ? Donc ça, ce sont les 3 access policy un peu particulières d'Azure Key Vault, vraiment liées à la fabrique d'Azure. Et ensuite, on a les permission models. Donc ça a changé récemment. La vidéo, elle a actuellement été enregistrée courant avril, tout fin avril 2021. Donc le modèle historique était le Vault Access Policy, et désormais on a également la partie Airbag d'Azure qui vient d'être intégrée, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, dans les dernières options qu'on peut avoir en termes de networking,
on peut filtrer effectivement qui a le droit par le réseau d'accéder effectivement à ce service, et on peut rendre également le service interne accessible uniquement au travers de VNet. Donc ça c'est important, effectivement le permission model va être défini et toutes ces opérations-là de création du Vault sont faites par nos fameux responsables de la sécurité, on va dire le maître des clés passe-partout. Donc je vous l'ai dit, hein, on peut faire soit la gestion d'accès au data plane par ce qu'on appelle des Vault Access Policy, sachant que ces trois-là sont des Vault Access Policy un peu particulières, mais ensuite c'est ce monsieur passe-partout qui va, au travers de l'interface de Vault, dire telle personne, tel applicatif peut accéder à tel secret ou telle data dans le Key Vault. Depuis peu, c'est-à-dire à peu près depuis le fin mars, début avril, on peut utiliser également le airbag d'Azure pour donner l'accès en fait au data plane d'Azure Key Vault. Et donc pour donner les accès en fonction des objets qu'on a derrière, on a différents rôles qui existent, qui sont pré-créés pour vous dans Azure. Et donc si vous allez sur la partie Role Assignment et vous recherchez les rôles, vous verrez que sur la partie Key Vault, il y en a beaucoup. Donc désormais, il y a des Key Vault Users, donc l'utilisateur de secrets par exemple ici dans Key Vault, il y a des Officers, il y a des Readers, etc. Voilà, donc on a toute une ribambelle de rôles différents qui vont permettre de cibler, de donner ou pas des permissions à des utilisateurs ou des pseudo-administrateurs. D'accord ? Donc là, vraiment, l'idée avec ceci, c'est de déléguer la gestion d'accès aux secrets, aux certificats et aux clés, et puis de gérer, en gros, les permissions sur l'ensemble des Key Vault depuis un même point central. Par exemple, si on met tous les Key Vault dans un ressource group, on peut appliquer du coup ce airbag directement à l'échelle du ressource group, par exemple. Du coup, si on active l'Azure Key Vault en mode airbag Azure, eh bien, quand on viendra ensuite administrer son Key Vault, dans la partie Access Policy, on vous dira, alors vous aurez toujours les trois Access Policy particulières dont je vous ai parlé, mais si vous êtes basé sur le modèle airbag d'Azure, on vous dira, désormais, tu vas aller voir sur l'Identity and Access Management, qui est ici, et faire traditionnellement ta délégation de permissions. D'accord ? Si on est ici en Azure, en Vault Access Policy, on verra que l'interface est un peu différente. J'ai un exemple un peu plus loin. Donc c'est toujours notre passe-partout, notre maître des clés qui va pouvoir créer des secrets dans l'Azure Key Vault, générer des clés, etc. Vous remarquerez qu'on peut donner des dates d'activation, des dates d'expiration à des secrets ou à des clés cryptographiques. On peut choisir de l'activer ou de le désactiver, au passage, pas la peine de toujours les laisser disponibles. Et on peut effectivement générer des nouveaux secrets. Voilà. Donc là j'ai mis quelques exemples, j'avais mis un mot de passe pour une VM, et j'avais marqué la clé publique, la partie publique d'une clé SSH. Les secrets sont, comme les clés, sont versionnables. Donc vous allez pouvoir effectivement faire des rotations de secrets et gérer différentes versions de vos secrets. Tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'accède par des API en REST, et donc on va faire référence aux secrets comme aux clés via des URI, et donc là vous avez ici une URL qui va reprendre ici dans la première partie un nom unique qui sera donc le nom de votre Key Vault, suivi ici d'un nom de domaine qui donc appartient à Microsoft, vault.azure.net, suivi ici ensuite de l'objet, donc ça peut être /secret, /certificate, /key, et ensuite le nom du secret ou le nom de la clé et sa version. Voilà. Partie clé, c'est assez similaire. Donc on va soit générer des nouvelles clés, donc elles seront générées dans Azure, du côté Azure, soit elles seront importées, et là se référer à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur la partie importation. D'accord ? Je précise ici qu'on parle toujours de clés asymétriques, donc en gros de paires de clés privées plus publiques. Donc les algorithmes sont relativement traditionnels, on va parler ici d'algorithmes. Alors, le bon vieux classique de Rivest, Shamir et Edelman, donc du RSA. Sinon, vous avez également des choses un peu plus modernes, quoique ça fait déjà quelques années qu'on en parle, des courbes elliptiques. Et donc, vous remarquerez ici que quand vous choisissez de générer une clé, on vous propose du RSA, de l'elliptic curve, et la même chose en RSA-HSM, etc. Donc, vous allez voir cette partie-là d'interface si vous avez déployé votre Azure Key Vault en mode premium, donc avec un HSM derrière, d'accord, en arrière-plan. Et là, du coup, la génération cryptographique sera un peu meilleure, sera faite par des puces spécialisées, que ce soit pour le RSA ou les courbes elliptiques. Là encore, on choisit la taille de ces clés,
Là encore, comme pour les secrets, on va pouvoir choisir d'activer à un instant pour une date donnée ou de mettre une expiration sur une clé et de choisir ou pas si on veut l'activer à un instant T. Voilà, on retrouve l'ensemble des clés présentes ici. Là encore, comme pour les secrets, on va accéder à ces clés de la manière suivante. Alors on accédera ici en fait à la clé publique, hein, la clé privée restera cachée. Hein. Et donc ici, on va retrouver dans son URL la notion de clé, la clé et la version. Alors, pourquoi on utilise Azure Key Vault? Ou dans quel service? En fait, on peut l'utiliser dans une multitude de services dans Azure. Dès qu'on va vous parler de chiffrement côté Azure, vous aurez derrière du Key Vault. Mais on peut également utiliser Key Vault dans ses propres applications pour faire appel effectivement à des secrets, pour faire des opérations cryptographiques, pour faire de la signature numérique, etc. etc. Donc, quelques exemples parmi tant d'autres. Dès que vous allez utiliser des bases de données de type SQL Server, qu'elles soient en base de données managée de type PaaS, ou une base de données SQL sur la forme d'un serveur, par exemple, en manage instance, eh bien, on va pouvoir activer ce qu'on appelle le TDE, le Transparent Data Encryption, qui va en gros chiffrer les bases de données de SQL Server. Ça vient compléter le chiffrement des disques durs côté machine virtuelle. De la même façon, effectivement, on peut utiliser Azure Key Vault pour aller déployer, maintenir à jour des certificats dans des VM. On va utiliser Azure Key Vault dès qu'on va chiffrer les disques durs et les volumes donc, de machines virtuelles dans Azure, que ce soit la partie système ou la partie data. Dès qu'on va utiliser du stockage avec Azure, du coup on peut l'utiliser. Dès que vous avez des clés SSH, des mots de passe ou des chaînes de connexion au sens large. D'accord ? Donc, nous allons avoir ici notre passe-partout qui va être le maître des clés, qui va gérer le Azure Key Vault, qui va donner les URL des clés ou des secrets aux développeurs qui vont faire du code et qui vont avoir besoin d'accéder à ces informations-là. Et puis c'est lui qui va également activer toute la partie journalisation qui sera ensuite revue par les admins de la sécurité ou par la partie auditrice. D'accord ? Tous ces services-là, SQL, VM, etc., ça peut être effectivement géré côté IT ou côté dev. Ça veut dire qu'un IT va pouvoir déployer par exemple une machine virtuelle dans Azure sans pour autant connaître en fait la valeur de la clé SSH. Mais il pourra le faire. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer un peu après. D'accord ? Donc là, on va prendre un exemple simple. C'est du vieux PowerShell, donc la ligne de commande a changé désormais, mais c'est pas grave, dans l'esprit, ça reste à peu près la même chose. Donc quand on déploie une ressource en ARM dans Azure, on va passer une ligne de commande en disant « je veux déployer dans telle ressource groupe ce template, ce modèle d'infra-as-code en JSON ». Donc ici, j'ai fait un modèle simple pour déployer une VM avec le SSH, sa clé SSH qui est stockée public qui est stocké dans le Key Vault. Je fais passer un paramètre, donc un parameters.json, et on va regarder à quoi ça sert. Donc là, l'idée, c'est que cet administrateur va pouvoir déployer donc une machine Linux avec du SSH, avec déjà une clé SSH installée à l'intérieur, public, sans que pour autant, en fait, il en connaisse la valeur. D'accord ? Mais il va quand même avoir le droit de le faire. Donc, regardons maintenant le code. Le code est relativement simple. Donc dans les paramètres qu'on va faire passer à ce déploiement, on va lui faire passer deux paramètres à la VM, enfin au déploiement plutôt. On va lui faire passer un nom d'utilisateur, donc ici, bon là je l'ai codé en dur dans le fichier, mais j'ai mis une valeur par défaut qui est Stan, si on ne précise pas de valeur. Et puis la clé SSH ici, donc la clé SSH publique, ce sera une chaîne de caractères que je vais faire passer. D'accord ? Donc on est ici sur le fichier .json. Maintenant on va aller voir le fichier .parameters. Donc c'est là où souvent, historiquement, on trouve des gens qui, dans les fichiers de paramètres, vont mettre en dur, ou en clair plutôt, des mots de passe ou des clés SSH, etc. Bon, là le but justement c'est de ne pas faire ça. Et donc ici, dans cet exemple-là, je vais faire passer dans mon fichier de paramètres, effectivement, alors un username. Donc là j'ai remis Stan, mais j'aurais pu mettre Toto ou Titi, hein, ça aurait faire un override sur la valeur que j'ai mis dans le fichier précédent. Et puis ici, pour la clé SSH publique, j'aurais pu marquer SSH key data, value, et puis j'aurais pu faire un copier-coller de ma chaîne de caractères, qui est ma clé publique SSH. Le but justement, c'est de faire ça, c'est de faire référence au Key Vault. Et donc là, on voit bien que je fais référence à un Key Vault. Là, j'ai l'ID de mon Key Vault
avec derrière le fait que c'est un abonnement Azure, ça c'est l'ID de mon abonnement Azure, le ressource groupe, et si on continue, on va voir effectivement ici, tac, voilà, on va voir ici que j'ai donc le ressource groupe dans lequel est stocké mon KeyVault, là j'utilise le provider Azure qui est Microsoft.KeyVault, Vault, et là j'ai le nom de mon KeyVault. Voilà. Donc là, avec ces informations-là, la fabrique sait sur quel KeyVault aller demander l'information, et dans ce KeyVault, je lui dis, va chercher un secret qui s'appelle ma clé SSH. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que pour faire cela, j'ai donné effectivement l'access policy qui autorise la fabrique d'Azure à faire un déploiement en utilisant effectivement le Vault. Si je faisais du Terraform, là encore, je peux faire des déploiements et dire, je vais aller chercher des informations qui ne sont pas codées dans mon code d'infra as code, je vais aller chercher des informations dans un KeyVault côté Azure. Donc là, par exemple, ici, je vais utiliser un data source en disant, je vais aller chercher un secret dans KeyVault. Ce secret, il s'appelle clé publique SSH, et il est stocké ici. Et là, je vais faire passer le nom de mon KeyVault en paramètre ici. Et je peux aller chercher d'autres choses derrière. Ça pourrait être, par exemple, un service principal, le secret ou l'ID. Ça pourrait être également un mot de passe Windows. Vous avez compris le principe. Alors du coup, tant qu'on est sur les VM et qu'on va parler de chiffrement, effectivement, on peut chiffrer les disques durs des VM dans Azure. Si on est sur des VM Windows, le Azure Disk Encryption va s'appuyer sur la techno traditionnelle qui est BitLocker. Si on est sur du Linux, on va s'appuyer sur les mécanismes de DMCrypt avec une passphrase. D'accord ? Donc, si je crée une machine virtuelle Azure et que j'active les fonctionnalités lors du déploiement pour dire cette machine virtuelle a des disques durs qui vont être chiffrés, automatiquement, il va falloir donner, lors de la phase de création de la VM, lui cibler dans quel Azure KeyVault va être stocké la clé, effectivement, BitLocker ou la passphrase DMCrypt. Donc là, effectivement, ici, j'ai un Vault, ma machine a été déployée, et automatiquement, je retrouve, en tant qu'administrateur du Vault, dans mon Vault, une BEK, une BitLocker Encryption Key, et là, je vois effectivement une chaîne de caractères, qui est en gros ma clé BitLocker. Donc là, c'est bien, on se dit, ok, on a déployé, un IT a déployé une machine virtuelle Windows avec les fonctions de chiffrement, et là, en tant qu'admin de sécurité, je vois cette clé. Donc là, la clé, elle est quand même en clair ici. On peut également avoir une interprétation un peu plus sécurisée de tout ça, en se disant, les IT ont le droit de créer un KeyVault, qui va contenir, par exemple, juste pour stocker les clés BitLocker de l'ensemble des serveurs qui sont déployés dans Azure. Par contre, on ne veut pas que les administrateurs de ces KeyVault puissent voir la valeur de la BitLocker Encryption Key. Et dans ce cas-là, on va pouvoir wrapper, donc ça c'est une clé qui est en clair, une BEK qui est en clair. On va pouvoir wrapper, c'est-à-dire chiffrer la clé de chiffrement avec une KEK, une Key Encryption Key, qui va wrapper en fait la BitLocker Encryption Key. Donc là, vous avez une version, alors vous voyez que le type est différent, c'est bien écrit ici, donc là, basiquement, ce que je vois, c'est une BEK qui a été chiffrée, donc c'est pas exploitable en tant que tel. D'accord ? Pour que cette BEK ait été chiffrée, on s'est appuyé sur un deuxième KeyVault. Donc en gros, j'ai le KeyVault des RSSI, le KeyVault de mes admins, et la clé, la KEK qui va chiffrer les clés BitLocker stockées ici, en fait, elle n'est utilisable que par visible que par les RSSI. Voilà. Donc là, on a bien fait une séparation. Ce KeyVault peut être managé par cet ops, mais à la fin, l'ensemble des clés est contrôlé toujours par Passepartout, qui est le RSSI. Alors comment on crée, par exemple, et on active un Azure Drive Encryption avec une KEK sur une VM Azure? Donc là encore, c'est pas forcément disponible dans l'interface graphique du portail, il va falloir passer probablement par la ligne de commande. Ici, je vais utiliser la ligne de commande l'Azure CLI, AZVM. Donc je vais activer sur une VM existante, en fait, le chiffrement disant tu vas chiffrer les disques durs ou les volumes de ma machine virtuelle, et la clé BitLocker va être chiffrée par une autre clé qui est stockée dans un autre KeyVault. D'accord ? Donc ici, Azure VM Encryption, j'active le chiffrement pour le ressource group qui s'appelle ce ressource group là, pour cette VM. Et là, je vais lui donner dans les paramètres, deux KeyVault. Je vais donner le Disk Encryption KeyVault, c'est-à-dire là où sera stockée la clé BitLocker. Donc je vais l'appeler MySecureVault. Et ensuite, je vais lui dire, pour chiffrer cette clé qui est dans ce KeyVault, tu vas utiliser une Key Encryption Key qui s'appelle MyKEK URL. Donc là, je vais donner l'URL effectivement de la Key Encryption Key. Et je vais lui préciser dans quel KeyVault est stockée cette clé. Donc le KeyVault des RSSI.
Voilà, vous avez la syntaxe ici. Et de cette manière-là, en fait, effectivement, un admin peut activer la fonctionnalité BitLocker sans pour autant connaître, entre guillemets, les clés de déchiffrement. Un autre exemple, c'est l'utilisation d'un Azure Key Vault pour SQL Data Encryption. Comme je vous l'ai dit, effectivement, dans SQL Server, depuis déjà quelques temps, on sait chiffrer en fait les bases de données avec cette technologie qui s'appelle Transparent Data Encryption. Donc, là encore, on est sur du chiffrement, donc la clé qui va être utilisée, donc c'est du chiffrement symétrique pour des raisons de performance, mais du coup la clé elle est stockée avec le serveur, quoi, de manière sécurisée, mais on peut se dire, j'ai envie de protéger encore plus cette clé, donc je vais la protéger avec ce qu'on appelle un TDE Protector. Alors, le TDE Protector, ce n'est plus ni moins qu'une clé, une paire de clés publique et privée, asymétrique, qui est stockée dans le Key Vault, la partie privée reste privée, et cette paire de clés va être utilisée pour wrapper et unwrapper effectivement la clé de chiffrement qui du coup sur la machine est bien chiffrée. Alors où est-ce qu'on retrouve ça dans les interfaces? Si vous installez en fait un Azure SQL Database par exemple, vous avez deux composants. Vous avez la composant serveur, où vous allez voir effectivement que de base, effectivement les bases de données, on vous dit dans la partie Transparent Data Encryption qu'il va falloir aller faire le chiffrement base par base, d'accord? Donc on vous dit, allez dans chacune des databases pour activer ce TDE. Pour l'instant, on n'est pas sur le Use Your Own Key, on est en No par défaut. Maintenant, ici, je vais sur la partie database, toujours dans la partie de Transparent Data Encryption, et je vois que par défaut, en fait, effectivement, mes bases sont chiffrées. Elles sont chiffrées, oui, mais avec une clé qui est une clé de service, une Service Managed Key, ou une Microsoft Managed Key, parce que celle-là, c'est Microsoft qui va gérer les clés. Donc si vous voulez dire, ok, mes bases de données sont chiffrées, mais je veux être celui qui contrôle les clés de chiffrement, eh bien vous allez retourner, donc vous allez aller au niveau du Key Vault, générer ou importer une nouvelle paire de clés asymétriques, vous allez appeler par exemple T2 Protector, et ensuite vous allez retourner au niveau du serveur SQL, aller dans la partie Transparent Data Encryption, dire je sélectionne une clé, et là vous allez sélectionner votre Key Vault et la clé utilisée derrière. Et à partir de là, du coup, le chiffrement TDE et la clé de chiffrement du TDE sera chiffrée, wrappée par les clés qui sont dans le Key Vault. Même mécanique avec les comptes de stockage. Les comptes de stockage, je vous l'ai dit, sont stockés at rest avec les clés gérées par Microsoft. Vous voulez mettre vos propres clés, et bien là encore, vous mettez votre paire de clés dans la partie Azure Key Vault, et c'est cette paire de clés qui va servir à wrapper et unwrapper la clé de chiffrement du compte de stockage. Pour cela, de base, quand vous allez dans la partie encryption, chiffrement d'un compte de stockage Azure, on vous dit que par défaut, les données sont chiffrées en utilisant la Microsoft Managed Key, pour tous les services qui sont ici. Vous pouvez venir avec votre propre clé pour chiffrer les blobs et les files. Et là, vous allez venir en fait simplement cocher « Je veux utiliser ma propre clé ». Là encore, soit vous sélectionnez depuis le Key Vault, et là vous allez avoir la liste des Key Vault que vous managez, et derrière les clés utilisées, soit vous pouvez directement mettre une URI, par exemple si le Key Vault est dans un autre abonnement dans votre tenant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Kubernetes. On a de plus en plus d'applications qui vont être exécutées sous la forme de pods au sein de Kubernetes. Donc, ce sont des conteneurs qui seront donc exécutés sur les différents nœuds du cluster. Désormais, on fournit un Azure Key Vault Provider for Secret Store CSI Driver. Donc, en gros, on fournit toute la mécanique qui permet, en fait, depuis des applications exécutées dans des pods dans Kubernetes, d'accéder à des secrets, à des certificats ou à des clés qui sont stockés dans un Key Vault Azure. Donc, vous avez ici le GitHub qui est associé à ce projet, et donc ça va vous permettre effectivement de monter l'ensemble de ces informations-là directement au sein des systèmes, au sein de vos pods. Donc il va falloir, ça va passer par des classes additionnelles, des Custom Resource Definition, et donc on va créer des nouvelles classes. Et donc dans cet exemple ici, j'ai un Key Vault dans lequel, alors j'ai mis un secret, ici, qui s'appelle secret K-Vitesse Demo Stan, et puis j'ai également une paire de clés que j'appelais Demo K-Vitesse. Donc là, grâce à l'Azure Key Provider for Secret Store CSI Driver, c'est long à dire, j'ai défini ici que pour les pods, pour les VM de mon cluster, donc là je vais m'authentifier, bien entendu, on ne vient pas sur un Azure Key Vault
sans se présenter, hein, sans être authentifié. Donc, soit je pourrais directement faire une authentification au niveau du pod, soit on peut le faire au niveau de la VM, c'est-à-dire de l'ensemble des VM d'un cluster Kubernetes. Et donc, on va utiliser les Managed Identity des VM pour se présenter et donc s'authentifier auprès de l'Azure Key Vault. Et là encore, au niveau de l'Azure Key Vault, il faut bien penser à donner les bonnes access policies en disant ces VM-là ont le droit de venir chercher un secret, une clé ou autre chose. Là, je vais exposer deux choses, le secret et la clé. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, bien penser toujours à faire les access policies. Donc là, j'ai typiquement une interface access policy traditionnelle, à la différence de l'access policy en Airback Azure. Et là, effectivement, je vais venir rajouter une access policy et dire, eh bien, les VM de mon cluster, donc les VM qui sont dans un VM scale set, je vais les autoriser à venir, en fait, faire des opérations sur mes clés et mes secrets. Donc ici, on a besoin de choisir une identité. Donc là, ici, je vais prendre l'identité managée qui représente, en fait, les VM de mon cluster Kubernetes. Je les rajoute et je vais venir ici leur donner différentes permissions. Donc là, je ne les ai pas fait afficher, mais on va les voir juste après. Et donc ici, je vais donner en gros le get et le list au niveau des clés, donc pouvoir récupérer une clé et lister les clés. Et la même chose au niveau des secrets, donc get secret ou lister les secrets. Et ensuite ici, j'aurai le service principal qui est celui-ci. Une fois qu'on a ça, on va voir le résumé dans la console ici qui dit, voilà, ça c'est mes nœuds Kubernetes. Au niveau des permissions, par exemple, sur les secrets, j'ai donné le droit get et list. Voilà, uniquement. Alors, point intéressant, piège assez classique, souvent on fait cette partie-là et on quitte l'interface. Il faut bien venir penser ici à cliquer sur Save pour que l'access policy soit prise en compte. Si vous oubliez de le faire, souvent on se retrouve avec des accès qui sont non autorisés. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on a fait l'opération juste avant, simplement qu'on a oublié de sauvegarder en fait les changements qui ont été faits. Donc ici, pour le petit exemple, je déploie ici une application simple, c'est un simple pod Nginx qui va aller monter le secret et la clé qui étaient dans mon Key Vault, et donc ils vont être montés sous le système de fichiers Linux du container, et donc l'idée simplement c'est de les visualiser, d'accord, et donc de les utiliser par la suite. D'accord. Donc si on décrit le pod qui a été déployé, on va voir ici que dans les points de montage, on a monté effectivement le secret store par rapport à ce que j'ai défini tout à l'heure, le fameux fichier. Du coup, si je veux voir les secrets qui sont dans mon secret store, je peux, alors là j'ai fait une commande interactive, mais simplement, effectivement, je mets en mode interactif sur mon pod, et je fais simplement, je lui demande de lister ce qu'il y a dans le répertoire /mnt/secret store, et là je vais voir quoi? Eh bien je vais voir apparaître deux fichiers, deux objets, clé démo Kvites et secret Kvites. Si je veux voir le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, là encore, je vais faire un cat, donc je vais simplement afficher le contenu de mon secret ou le contenu ici de ma clé. Là, je rappelle, ces secrets ont été montés. Et donc ici, effectivement, je vois bien apparaître mon secret, chaîne de caractères, et puis ici, la partie publique de ma clé, je le rappelle, la clé privée reste privée. Donc vous ne la verrez pas. Pour surveiller tout ça, eh bien, classiquement, Azure Monitor. Donc Azure Monitor a tout ce qu'il faut en termes de métriques et de gestion des logs pour avoir la traçabilité de ce qui se passe sur Azure Key Vault. Et comme beaucoup de services, désormais, si vous allez dans la partie Insight de Azure Monitor, vous avez une zone dédiée à Azure Key Vault qui va reprendre l'ensemble des Key Vault de votre abonnement. Vous pouvez choisir l'espace-temps dans lequel vous voulez avoir les informations, et vous allez avoir le détail effectivement de l'ensemble des requêtes qui peuvent avoir lieu sur vos Key Vault, éventuellement les requêtes qui ont pu avoir des erreurs, la latence moyenne d'accès à ce Key Vault, etc. Si on va dans la partie Workbook, Overview, vous allez avoir également d'autres informations, le nombre de transactions dans le temps, la latence que vous avez en moyenne d'accès à ces informations-là, etc.
Du coup, ça me permet d'arriver sur la partie SLA. Beaucoup de services ont un Service Level Agreement dans Azure qui est basé sur la disponibilité en disant 99,9% du temps, vous aurez accès au service, ou 99,95, etc. Dans le cas d'Azure Key Vault, le SLA n'a pas beaucoup changé d'ailleurs depuis 6 ans, hein, mais on garantit que les transactions seront traitées dans les 5 secondes dans 99,9% des cas. En fait, les Key Vault sont, comme je l'ai dit, sont des fermes derrière les Key Vault, il y a des fermes d'HSM qu'on réplique également en multi-région. Donc le service en fait est plutôt globalisé, plutôt géographiquement répliqué pour être plus précis. Et donc ça veut dire que vous allez avoir un routage automatique qui va être fait. Si une région, par exemple Azure, a un problème majeur, le routage se fera de manière complètement transparente et vous enverra sur une autre région avec les mêmes URL. Et donc en termes de performance, normalement vous ne devez pas arriver à plus de 5 secondes pour 99,9% du temps pour accéder aux informations qui sont dans votre Key Vault. Sachant qu'effectivement, ce n'est pas des appels normalement qui se font en permanence. Si on ne respecte pas ces SLA, eh bien, on rembourse à hauteur du service non rendu. Voilà, vous avez les détails ici en termes de service crédit. Là encore, ce sont des crédits qui viennent se rajouter sur le mois supplémentaire. Combien ça coûte tout ça? On facture Azure Key Vault. Alors, un Key Vault en tant que tel ne coûte pas vraiment cher. Quand on va faire des opérations sur les secrets, c'est un peu plus de entre 2 et 3 centimes d'euros toutes les 10 000 transactions. D'accord. Sur la partie certificat, là, il y a un coût un peu supérieur, notamment sur la partie renouvellement, simplement parce qu'on va passer par un tiers. Vous avez bien compris, on va passer vers DigiCert, vers GlobalSign. Pour le reste, à part les opérations de renouvellement sur les certificats, là encore, le prix de la transaction est toutes les 10 000 transactions. Et puis il y a une fonction dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, simplement parce qu'elle est en preview depuis très longtemps et je l'ai vue finalement assez peu utilisée. Et donc du coup, pour l'instant, on ne la facture pas. En tout cas, elle n'est pas... on la voit assez peu. Ça permet également un Azure Key Vault de gérer de manière automatique la rotation des clés primaires et secondaires d'un compte de stockage. C'est pas visible dans les interfaces, là encore ça fait partie des options qu'on peut avoir uniquement en ligne de commande. Et puis il y a quand même aussi une différence, ça va être quand on va travailler avec des clés. Les clés, globalement, si c'est du 1048 et qu'elles sont générées du point de vue software, là encore on est toujours sous le même prix pour les 10 000 transactions. Si on commence à travailler sur des clés qui sont du point de vue cryptographique plus consommatrices en termes de ressources, donc 3072 ou 4096, là à ce moment-là effectivement le prix va augmenter parce qu'effectivement on va faire du compute derrière pour traiter effectivement ces clés-là. Si on utilise des clés qui sont générées dans le boîtier HSM, donc les fameuses clés RSA-HSM ou EC-HSM, donc le standard ça ne s'applique pas parce qu'effectivement il faut avoir du premium, et là on a un coût qui est un peu différent, parce que là dans ce cas-là, les clés qui sont des clés stockées dans des boîtiers HSM, le boîtier HSM coûte cher, il va falloir mettre des clés à l'intérieur, et donc les clés vont être facturées. Donc pour des clés de taille 2048, on a un prix par mois par clé, plus le prix traditionnel des transactions. Et si on est sur des clés plus élevées, effectivement, elles seront plus chères par mois, parce que le stockage coûte plus cher, tout simplement. Voilà. Eh bien, ça se termine pour cette vidéo d'introduction à Azure Key Vault. J'espère que ça aura été clair. Si vous passez une certification telle que, par exemple, la certification AZ500, la sécurité administrateur pour Azure, normalement, cette vidéo devrait vous être utile. Merci encore de votre attention et à bientôt.